bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema était en visite d'amitié de travail de quelques heures à Abidjan. Arrivé ce samedi, il a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les échanges ont porté notamment sur le processus du passage du franc CFA à l'éco et le renforcement de la coopération entre leurs pays. Le ministère des Transports avec l'OSER, l'Office de la sécurité routière et les professionnels du transport sont en campagne de sensibilisation routière. La campagne a démarré le lundi 23 décembre dans le district d'Abidjan. Le but est d'interpeller transporteurs et usagers en cette période de fête afin de les inviter à la prudence pour éviter les accidents. Les artistes ivoiriens se mettent aussi en campagne, mais pour la paix, au vu de la situation sociopolitique dominée par l'affaire Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, visé par un mandat d'arrêt international. Alpha Blondy et d'autres artistes montent au créneau et invitent le peuple ivoirien ainsi que les politiciens à l'apaisement. Une attaque à la voiture piégée a secoué ce samedi la ville de Mogadiscio en Somalie. Le bilan est lourd, au moins 78 morts et plus de 200 blessés. Les victimes sont des étudiants pour la plupart. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais la Somalie est la cible des Chebabs. Soyez les bienvenus sur RTI1. 2020 pointe du nez. La capitale économique ivoirienne a revêtu donc sa plus belle parure de lumière. Le festival Abidjan Perle des Lumières est ainsi lancé depuis le 23 décembre par la première dame ivoirienne. Les illuminations et les feux d'artifice vont rythmer cette fin d'année. Le district d'Abidjan, initiateur de ce projet, invite à partager pour cette 9e édition la lumière de la paix. Mais quelle est l'histoire de ce projet lumineux? Quel est son sens et quel est son intérêt? Eh bien, pour nous répondre, nous avons invité M. Arsène Roland Keko, directeur des sports, de la culture et du tourisme au district autonome d'Abidjan. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, merci beaucoup. Rebelote cette année, je le dis avec plaisir, le passage de 2019 à 2020 va se faire en lumière et c'est une tradition désormais pour le district. Effectivement, les fêtes de fin d'année sont une belle transition pour passer d'une année à une autre. Et comme chaque année, et pour permettre aux populations ivoiriennes et particulièrement aux populations abidjanaises de passer des moments agréables dans un environnement plein de gaieté et surtout féerique, le district autonome d'Abidjan, à travers le ministre Robert Beguemambi, le gouverneur du district autonome d'Abidjan et son conseil, ont décidé d'organiser une série d'activités festives pour permettre aux Ivoiriens de fêter dans l'allégresse et la joie. Et ce projet lumineux Abidjan Perle des Lumières a bien une histoire. C'est donc quel est le sens, quel est l'intérêt, quelle est l'importance d'Abidjan Perle des Lumières? Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir ensemble l'arrivée du président équato-guinéen Théodore Obiang qui était en visite d'amitié de travail dans notre pays. Il est arrivé ce samedi dans la capitale économique ivoirienne et il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara avec qui il a eu un tête-à-tête. Les échanges ont porté sur le processus de passage du fonds CFA à l'éco et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Jérôme Kofi Apollin. Un hôte de marque ce samedi pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il s'agit du chef de l'État équato-guinéen Théodore Obiang Nguema à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié rendue à son homologue ivoirien. C'est la résidence du président Alassane Ouattara assise à la Riviera Golfe à Cocody qui a servi de cadre à l'entretien entre les deux chefs d'État. Entretien au cours duquel ont été abordées les questions d'ordre international, continental et régional, avec notamment le processus du passage du franc CFA à l'éco et surtout bilatéral. Je suis un admirateur de le développement agricole de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est une priorité pour nous, pour apprendre comment se développe l'agriculture en Côte d'Ivoire. Nous, la Guinée équatoriale, est un pays qui a travaillé pour le secteur pétrolier. Nous avons beaucoup d'expérience. On a construit un institut de pétrole. Si Côte d'Ivoire veut envoyer les étudiants pour étudier matières pétrolières, nous avons aujourd'hui un institut qui peut former les jeunes de Côte d'Ivoire pour travailler pour le secteur pétrolier.
Nous avons parlé bien évidemment des questions bilatérales, aussi bien l'évolution économique et politique en Guinée équatoriale comme en Côte d'Ivoire, pour nous dire que la stabilité est la chose essentielle pour nos pays, mais également que nous avons besoin de transformer nos matières premières. Nous avons également échangé sur les questions régionales, continentales. Nous avons parlé de la récente décision de l'Union économique et monétaire d'adopter l'euro comme future monnaie. Et le président a voulu en savoir plus et bien évidemment, nous lui avons indiqué le processus qui nous a conduit à l'adoption de l'euro pour remplacer le franc CFA. En répondant par ailleurs à la question d'un journaliste sur l'affaire Soro Guillaume, le président ivoirien a fait savoir que personne, quel que soit son rang social, ne peut être au-dessus de la loi. Nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institutions, le président de la République, que tous les autres. Nous sommes des citoyens et nous sommes responsables devant les juridictions. Et j'ajoute que la Constitution de la Côte d'Ivoire a des éléments très clairs concernant les députés. Les députés ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais quand ils sont mêlés à la déstabilisation de ce pays, ils doivent faire face à la rigueur de la loi. Je termine en disant que la loi sera appliquée, intégralement appliquée à tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu où ils résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Cette visite de 24 heures sur le sol ivoirien du chef de l'État de la Guinée équatoriale a été l'occasion pour les présidents Teodoro Obiang Nguema et Alassane Ouattara de se féliciter de l'excellence des relations entre leurs deux pays. Ils ont promis de continuer à œuvrer de concert pour le renforcement de ces relations et permettre au peuple équato-guinéen et ivoirien d'en tirer profit. Et justement, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale s'est donc renforcée avec cette visite du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema qui a quitté Abidjan aujourd'hui. Après donc la rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara, il a quitté la capitale économique ivoirienne aux environs de 17 heures locales. Je rappelle qu'il était en visite d'amitié et de travail dans notre pays, occasion donc pour les deux chefs d'État de revisiter les relations de coopération entre leurs pays et surtout d'évoquer la question de l'intégration au niveau continental. Abidjan vient d'abriter la deuxième édition de la conférence d'Afrique francophone sur les données ouvertes. Cette conférence avait pour objectif de consolider les acquis de la première édition qui s'est tenue en juin dernier au Burkina Faso. La conférence a réuni des experts nationaux et internationaux et l'objectif est de contribuer au développement socio-économique grâce aux données ouvertes, comme nous l'explique Nadia Ega et Cheikh Koné. Accéder à la liste de pharmacies de garde à travers son téléphone mobile, consulter en temps réel les résultats des élections en ligne, des exemples réussis d'exploitation de données à pérenniser. Il est évident que les initiatives de données vertes peuvent soutenir des progrès substantiels que nous pouvons tous célébrer dans cette salle. Notre mission consiste maintenant à tirer parti de ces progrès et à relever de nouveaux défis. Nous devons nous assurer que nous avons de solides politiques de protection des données, que les droits des personnes sont représentés. Cette conférence d'Afrique francophone pour les données ouvertes, CAFDO, s'inscrit dans cette dynamique. La deuxième édition vient consolider les acquis de la première. Il s'agit de 4 projets portant notamment sur des plateformes de données institutionnelles au Mali et au Niger, de suivi de marchés publics au Burkina Faso et de data journalisme pour améliorer la diffusion de l'information au Sénégal. L'objectif, c'est de travailler à étendre ces plateformes-là à tous les pays membres de la CAFDO.
Nous avons aussi bâti une communauté donc, après la première édition. Et donc notre objectif maintenant, c'est de renforcer cette communauté. Pour la Côte d'Ivoire, pays hôte, il convient d'impliquer la jeunesse qui représente 60% des moins de 24 ans en Afrique. Dans un monde de plus en plus dominé par l'utilisation et l'exploitation des données de masse, la jeunesse africaine constitue un atout majeur pour le développement du continent. Les jeunes comptent donc pour le présent et déterminent l'avenir. Cet avenir dans lequel la disponibilité des données ouvertes, réutilisables et génératrices de savoir ainsi que de revenus et de bien-être sont une nécessité absolue. La Côte d'Ivoire s'est engagée depuis 2013 à une politique de gouvernance transparente à travers l'adhésion au partenariat pour un gouvernement ouvert, la mise en place du centre d'information et de communication gouvernementale et un portail de données ouvert au public. Dans l'actualité également, ces chiffres de la Banque mondiale qui estiment que les ménages abidjanais dépensent près de 4 milliards par jour et passent près de 3 heures de temps à utiliser ou attendre les transports urbains. Eh bien, comment améliorer la mobilité urbaine qui devient un impératif économique et social pour la ville d'Abidjan? La SOTRA, en première ligne, a exposé ses projets. Le reportage est signé Lansene Bakayoko. Vous voyez, là, il est pratiquement 14 h moins. On va attendre jusqu'à peut-être à 15 h, à même 16 h encore avant d'avoir un bus. Concernant la monnaie, ils ont la monnaie, mais ils ne peuvent pas faire la monnaie. Toutes ces difficultés occasionnent également des pertes de compétitivité pour les entreprises ivoiriennes. Au bout du compte, la Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale, perd 4 à 5% de son revenu à cause du manque de mobilité au sein de l'agglomération d'Abidjan. Améliorer la mobilité urbaine devient donc un défi économique et social pour la ville d'Abidjan et pour toute la Côte d'Ivoire. La SOTRA aujourd'hui, c'est 1200 autobus, 850 000 voyageurs par jour. La SOTRA, c'est 122 lignes urbaines express bateau-bus. En 2020, ce parc sera porté à 2000 autobus neufs pour environ 1 800 000 voyageurs. Un projet d'acquisition de 22 bateaux de grande capacité est également en cours. Les mois à venir verront le développement de l'activité industrielle d'assemblage de minibus. Cette unité de montage permettra de renouveler le parc auto ivoirien avec une extension sur le marché sous-régional. En plus de la restructuration du réseau d'exploitation et la construction de gares supplémentaires, une nouvelle billettique va être instaurée. Avec cette nouvelle technologie, le centre de commandement peut ainsi prendre rapidement des mesures de régulation adaptées et assurer un service de qualité. Pour les clients, chaque voyageur pourra s'informer sur le délai d'attente et visualiser l'itinéraire des lignes de bus à partir d'une application installée sur son smartphone. Pour cette application numérique, les prévisions tablent sur 600 000 abonnements en 2020. Et bonne initiative donc en cette fête de fin d'année. Le ministère des Transports, justement avec l'OSER, l'Office de la sécurité routière et les professionnels du transport sont en campagne de sensibilisation routière. La campagne a démarré le lundi 23 décembre dernier dans le district d'Abidjan et le but est clair, interpeller les transporteurs et les usagers en cette période de fête, les inviter surtout à la prudence pour éviter les accidents sur nos routes. Transporteurs et chargeurs se sont réunis à Djamé Nouvelle Gare à l'invitation du ministère des Transports et de l'Office de la sécurité routière OSER. La raison, le lancement de la campagne de sensibilisation pour la sécurisation routière en cette période de fête de fin d'année. Les transporteurs sont appelés au respect du code de la route et au professionnalisme. Il faut dire que nous rentrons dans une période où les populations vont avoir à se déplacer massivement. C'est pour cela que nous demandons à l'ensemble de nos conducteurs routiers, à l'ensemble des transporteurs, chefs ou gestionnaires d'entreprises de transport routier, de tout mettre en œuvre pour que la question de l'observation des règles minimum de la sécurité routière soit observée par tous. 95% des accidents sont causés par les usagers de la route, selon des experts du transport. Le ministère des Transports et l'OSER appellent les conducteurs à la vigilance. En 2018, on a enregistré dans notre pays 12 553 accidents. Une sensibilisation forte des usagers de la route devrait permettre de réduire ce fléau et ses conséquences. La caravane de sensibilisation pour la sécurité routière cible les 10 communes du district d'Abidjan. Débutée le 25 décembre, la campagne prendra fin le 5 janvier 2020.
Le reportage est réalisé pour vous par Jean-Marc Gagui. Et justement, cette période de fête, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers le programme national de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables, a initié récemment une opération dénommée Noël éclaté. 60 familles démunies résidant à Abobo, Cocody et Yopougon ont reçu des vivres et non-vivres. Le reportage est signé Franck Quadio. Une fois les véhicules chargés, le convoi peut se mettre en route. Première destination, le quartier populaire de Colombie, commune de Cocody. Ici, le PNOEV, le Programme national de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables, fait ses premiers heureux. Vraiment que Dieu vraiment vous bénisse, qu'il bénisse l'équipe même qui s'est déplacée, qu'il bénisse le ministre. Vous allez pour nous donner là, Dieu n'a qu'à rappeler le grenier. Toute l'année, vous allez venir pour nous donner au aussi. Après Cocody, cap est mis sur les communes d'Abobo et de Yopougon. 40 autres familles reçoivent à leur tour du riz, du lait, de l'huile et quelques vêtements et jouets pour enfants. L'opération se nomme Noël éclaté. C'est une initiative de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour permettre à des familles démunies de passer de belles fêtes de fin d'année. Dans cette période de fête de fin d'année, nous avons des familles qui ont d'énormes difficultés. Avec l'accord de la ministre, nous avons pu avoir quelques vivres, quelques cadeaux. En posant cet acte-là, c'est pour dire qu'il faut garder de l'espoir. Au total, 60 familles ont bénéficié de cet appui direct, une action qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Elle vise aussi à rapprocher les populations des services sociaux de l'État. Et comme c'est beau de donner de la joie aux autres. Les personnes en situation de handicap, les associations d'albinos et les familles défavorisées ne sont pas oubliées. Ces personnes passeront de très belles fêtes de fin d'année puisqu'elles ont bénéficié du soutien du styliste Patéo et de l'UNESCO. Ces personnes ont reçu dans les locaux du bureau de l'UNESCO à Abidjan plus de 400 vêtements de marque Patéo. Le reportage de David Soyo est commenté par Serge Kolia. Plus de 400 tenues vestimentaires signées Patéo, offertes aux personnes défavorisées. Principaux bénéficiaires, les handicapés physiques, les associations d'albinos et les familles démunies des quartiers populaires d'Abidjan. C'est un privilège de s'habiller en Patéo en fin d'année pour des personnes vivant avec l'albinisme qui ont été longtemps laissées pour compte. C'est une action vraiment qui nous va droit au cœur et que nous louons puisqu'elle fait partie de l'inclusion. À travers cet événement-là, je vois la manifestation de la solidarité à l'égard des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire. Par ce geste, le créateur de mode Patéo, qui bénéficie de l'appui du bureau UNESCO Abidjan, veut contribuer à mettre du baume au cœur de ces populations en cette période de fête de fin d'année. Je fais partie des gens comme eux. Vous savez, quand au départ de chacun, il y a une histoire. Donc aussi aujourd'hui, j'ai la possibilité de porter deux chemises par jour, voire 3. Voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont une chemise pour 3 jours. Voilà, donc ça m'a interpellé. J'ai dit voilà. Et j'ai approché l'UNESCO et qui a bien voulu nous aider à organiser cet événement-là. Un défilé de mode, des danses et ambiances humoristiques ont mis fin à cette rencontre à caractère humanitaire. Et vous les écouterez certainement en cette période de fête. Pour l'heure, ils sont en campagne. Il s'agit des artistes ivoiriens. Ils sont en campagne pour la paix. Au vu de la situation sociopolitique dominée par l'affaire Soro, ex-président de l'Assemblée nationale visé par un mandat d'arrêt international, Alpha Blondy et d'autres artistes sont montés au créneau pour inviter le peuple ivoirien ainsi que tous les politiciens à l'apaisement. David Soyo, Serge Kolia. Ils donnent de la voix au quotidien pour sensibiliser leurs nombreux fans et mélomanes à la paix et à la cohésion sociale. Ces artistes se sentent encore une fois de plus concernés par l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. 2010 devait nous donner beaucoup de conseils. Trop de sang ont coulé. 3000 morts, ce n'est pas 300 morts, ce n'est pas 3 morts. Et même un seul mort, on ne devrait plus avoir cela en Côte d'Ivoire. Les artistes invitent les acteurs du monde politique à entretenir ce climat de paix qui prévaut depuis quelques années pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Il faut vraiment que les hommes politiques s'asseyent, se disent que, bon, c'est vrai, les enfants, ils ont trop souffert.
C'est mieux maintenant qu'on essaie de s'asseoir ensemble. Discutons, arrangeons les choses, on ne veut plus de palabres. Frédéric Ewimewe, pour sa part, lance un appel à l'apaisement. Population de Côte d'Ivoire, de tous bords, nous avons rendez-vous avec l'histoire en 2020. Notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, nous a tant donné. Elle a maintenant besoin de nous. Cultivons l'intelligence, la paix, la concorde, le patriotisme. La paix pour chanter, danser et surtout pour distiller les belles mélodies en vue d'égayer les populations ivoiriennes. Faut pas te fatiguer, prends comme ça. Voilà nouveauté, exclusivité. Et c'est surtout bon de chanter la paix en cette fin d'année. La COSOPSI, la coalition de la société civile pour la paix, le développement et la démocratie en Côte d'Ivoire, appelle aussi à la paix, justement au cours d'une conférence. Ce groupement de plusieurs ONG a appelé donc le gouvernement à dialoguer avec l'opposition. Ahmed Traoré, Jean Magayi. Suite aux derniers événements qu'a connus la Côte d'Ivoire, la COSOPSI, entendez, Coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique en Côte d'Ivoire, monte au créneau et fait la recommandation suivante. Au président de la République, de n'exclure personne de la course à la présidentielle en permettant à ceux qui remplissent les conditions d'être candidats. Garantir les droits et les libertés de tous les citoyens tels que consacrés par la loi fondamentale de notre pays, notamment les libertés de réunion et de manifestation. Ouvrir incessamment le dialogue avec l'opposition politique et la société civile afin d'œuvrer à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la démocratie. Toutefois, la COSOPSI demande à la justice de traiter le dossier de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et de ses collaborateurs en toute impartialité, puis demande aux partis politiques et mouvements de l'opposition. Inscrire leurs actions dans le cadre de la loi, accepter de dialoguer avec le pouvoir pour préserver la paix, privilégier les élections comme mode d'accession au pouvoir et de choisir la démocratie comme système politique de gestion de l'État. La COSOPSI demande d'avoir de la retenue aussi bien dans les propos que dans les actes afin de préserver ce qui est le plus cher, la paix sociale. C'est un mouvement de soutien qui regroupe les cadres, les femmes et les jeunes. Sa devise est s'unir pour bâtir dans la paix. Ce mouvement qui entend donc promouvoir les valeurs du RHDP et la vision politique du président de la République est dénommé Convergence RHDP. Explication détaillée avec Sidonie Davila. Convergence RHDP vient de faire son entrée dans l'arène des mouvements de soutien au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il a été créé en 2018. Le mouvement de soutien, présenté officiellement à la presse, a bien une histoire. Le mouvement Convergence RHDP est né en novembre 2018. Il a pour ancêtre la CPR, Convergence panafricaine pour la Renaissance, née en novembre 2008. Puis en 2015, pour des considérations d'ordre stratégique, le mouvement changera de dénomination pour devenir Convergence pour la République, en abrégé CPR. En novembre 2018, la CPR, pour épouser la vision du RHDP, parti politique en devenir, devient Mouvement Convergence RHDP. Convergence RHDP regroupe les cadres, les femmes et les jeunes issus de toutes les couches socio-professionnelles. Nous nous sommes décidés à nous engager résolument en apportant notre soutien ferme et sans réserve au RHDP, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au vice-président Daniel Kablan-Duncan et au président Alassane Ouattara dans la conduite des affaires de la nation. Nous croyons résolument en la vision du RHDP et du président Alassane Ouattara pour le bonheur des Ivoiriens. Prochain défi de Convergence RHDP, implanter le mouvement partout en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, avec à la clé une tournée de sensibilisation.
Autre conférence de presse prononcée cette fois-ci par les mouvements de soutien proches du RHDP. Lors de cette conférence, ces mouvements ont réaffirmé leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, et se sont engagés à œuvrer pour la préservation de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Les mouvements pro-RHDP élèvent la voix pour réaffirmer leur soutien au président de la République Alassane Ouattara et au RHDP. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel à l'union, à la solidarité, au rassemblement et à la prise de conscience de la jeunesse. Une initiative de la JNC, la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, qui a au cours d'une conférence de presse co-animée avec d'autres leaders de mouvement pro-RHDP invité la jeunesse à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara. Se prononçant sur la situation sociopolitique, le mouvement pro-RHDP condamne tout projet de déstabilisation du pays et appelle la jeunesse à être responsable. Nous avons retrouvé la stabilité avec le président, son Excellence Alassane Ouattara, et il nous a promis que notre pays restera longtemps en paix. Et nous nous réjouissons de cette démarche-là parce que vraiment nous sommes rassurés en tant que jeunes de ce que notre pays est sur la bonne voie et que le pays tient dans les mains du président de la République. C'est pourquoi nous disons non à toute forme de déstabilisation parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est sa jeunesse. Le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Nous demandons à nos parents de rester sereins car 2020 va s'annoncer dans la paix et la quiétude. Il est important que nous, jeunes de Côte d'Ivoire, si nous voyons des situations qui peuvent amener à une déstabilisation dans notre pays, c'est notre devoir de nous lever comme un seul homme pour lui dire que nous sommes de cœur avec lui. Les mouvements pro-RHDP entendent occuper le terrain pour sonner la mobilisation autour du président de la République Alassane Ouattara et du RHDP. Hors de la Côte d'Ivoire, une attaque à la voiture piégée a secoué aujourd'hui la ville de Mogadiscio en Somalie. Selon un premier bilan, cette attaque a fait au moins 78 morts et plus de 200 blessés. La plupart des victimes sont des étudiants. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais la Somalie est la cible des Chebabs. Cette attaque à la bombe est survenue donc ce matin en pleine heure de pointe dans la capitale somalienne. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. On ouvre par un concours de cuisine qui a été donc organisé ici à la RTI et c'est Madame Rosalie Mondon-Béché qui a été désignée cordon bleu de la RTI. Elle a été désignée le 23 décembre dernier à l'issue donc d'un concours de cuisine organisé par la mutuelle des agents de la RTI. Et pour cette première édition, 10 équipes de 2 femmes ont pris part. On va parler avec Didier Nguessan. Biekosse, Guaguassou, Namunkou, ce sont entre autres les mets concoctés par les femmes membres de la mutuelle sociale des agents de la RTI, Musati, lors de son concours de cuisine, le premier du genre. Nous proposons de faire un mets typiquement abouré, typiquement de la région de Beaunois. Après la cuisine, place à la présentation devant le jury. Chaque repas est noté sur 5 critères. La présentation, le goût, l'hygiène, l'explication de la méthode et l'originalité du plat. Après la délibération, le jury annonce les résultats. L'équipe de Rosalie Béché, assistante de direction à RTI 2, remporte la première place. Elle est suivie de l'équipe d'Elisabeth Kouassi de la direction des fictions, documentaires et archives. L'équipe conduite par Adélaïde Kango, cadreuse, occupe la 3e marche du podium. Je suis surprise, émue, heureuse à la fois. J'ai fait du foufou à la banane. On a grillé du piment. En latin, on dit bien quoi bi. C'est ce qu'on prend pour décorer le dessus. Organiser ce concours culinaire, en tout cas, permettre à nos femmes de faire valoir leur talent culinaire. C'est un jeu, il y a des cadeaux, on va s'organiser et puis permettre à nos femmes en fin d'année de vraiment pouvoir se mettre à disposition des agents, de les égayer. Le président de la Musati, Alvo Assaf, remet aux 2 premières lauréates une cuisinière à gaz et des enveloppes. Et à la 3e, un lot de 6 soupières plus une enveloppe. Voilà, les femmes de la RTI sont non seulement des travailleuses, mais aussi de bonnes cuisinières. Abidjan, perle des Lumières est lancé. Les Ivoiriens vont vivre encore la magie des Lumières. Pourquoi ce projet? Nous retrouvons notre invité de la page culture de ce samedi, Arsène Roland Keko.
Vous êtes le directeur des sports, de la culture et du tourisme au district autonome d'Abidjan. Tout à fait. Alors, Monsieur Arsène Roland Keko, c'est une tradition, je l'ai dit à l'entame, pour le district d'ouvrir les festivités de fin d'année dans la lumière. La 9e édition a été lancée le 23 décembre dernier par la première dame, Dominique Ouattara. Nous allons revivre cet instant et en rediscuter par la suite. C'est une tradition pour le district autonome d'Abidjan d'égayer les populations chaque fin d'année à travers de nombreuses activités, au nombre desquelles figure en bonne place le festival Abidjan Ville Lumière. En partenariat avec la structure Apothéose, le ministre-gouverneur Robert Begremambé permet depuis 8 ans aux populations de vivre des moments féeriques à travers les illuminations et les feux d'artifice. Cette année encore, plusieurs places et boulevards seront illuminés dans les communes du district autonome d'Abidjan. À travers les feux d'artifice, nos regards tournés vers le ciel nous convient de passer du matériel à l'immatériel, enfoui dans les couleurs. Outre Abidjan Ville Lumière, le district autonome d'Abidjan, en partenariat avec la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, offre également aux populations le festival d'humour Bonjour, une manière pour elles de finir en beauté l'année. Alors, dites-nous, Monsieur Arsène Roland Keko, d'où et comment est venue l'idée de Abidjan Perle des Lumières? Merci Marie-Laure. Il faut situer ce projet dans un contexte historique et social. Au lendemain de la crise post-électorale, il était bon que nous puissions repositionner la ville d'Abidjan, le district d'Abidjan, aussi bien sur l'échiquier régional qu'international. Et le gouverneur, le ministre-gouverneur Begremambé, assisté par son conseil, a bien décidé de réfléchir sur un projet, un concept qui peut vraiment réunir tous les fils et filles de ce pays, mais aussi les Abidjanais autour d'un événement majeur qui leur permettra de tourner une page, je dirais, sombre de l'histoire de notre pays au sortir de la crise post-électorale. Et c'est là qu'est venue l'idée Abidjan Ville Lumière. Et si la lumière fut, et le projet a pris de l'ampleur pour connaître aujourd'hui la dimension que nous connaissons aujourd'hui, à savoir une dimension carnavalesque et féerique. Que la lumière soit et la lumière fut. Il y a Abidjan, il y a Bonjour 2020 qui est déjà organisé par le district d'Abidjan. Vous êtes partenaire, pardon, l'événement, c'est la RTI qui l'organise, mais vous êtes partenaire à Bonjour. Alors dites-nous, vous l'avez dit, c'était pour permettre aux Ivoiriens d'oublier cette crise post-électorale, donc la lumière. L'année dernière, vous avez ciblé la réconciliation en lumière comme thème, et cette année, vous nous invitez à partager la lumière de la paix. Alors, qu'est-ce qui vous guide dans vos choix, puisqu'on a l'impression que chaque édition est rattachée à une thématique? Effectivement, chaque édition a une thématique bien précise, bien donnée, qui répond en fait, je dirais, qui correspond un peu à la situation, à l'actualité du moment. Et en 2015, à titre d'exemple, en 2015, c'était la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous vous rappelez qu'en 2015, on venait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants. En 2015, la Côte d'Ivoire venait d'avoir ses 55 ans d'indépendance. Il y avait aussi l'élection présidentielle, bien évidemment. Et donc, vous voyez que le thème est vraiment accroché bien l'actualité dominante. En 2016, c'était la féerie universelle, parce que Abidjan devait accueillir en 2017 les 8e Jeux de la francophonie. Et il fallait vraiment annoncer les couleurs, parce que la Côte d'Ivoire, Abidjan particulièrement, allait recevoir le monde entier. Et donc, nous avons choisi un thème qui était en rapport avec cet événement que nous attendons. En 2017, c'était Akwaba. Akwaba parce qu'en 2017, nous avons vécu des événements majeurs à Abidjan. Nous avons eu le sommet, la tenue du sommet Union européenne, Union africaine, la première fois qui a été tenue en Afrique subsaharienne. Nous avons eu les 8e Jeux de la francophonie, dont vous savez qu'il y a un franc succès, et même aussi le sommet international sur le sida. Donc, Abidjan a accueillir des événements majeurs. Pour montrer l'hospitalité ivoirienne. Tout à fait. Et 2018, l'accent mis sur la réconciliation. L'accent a été mis sur la réconciliation. 2019, la paix. La paix. Pourquoi? Pourquoi la paix? Parce que, n'oubliez pas que ne perdons pas de vue que 2020, nous irons aux élections présidentielles. Et vous voyez que les élections présidentielles, c'est vrai, participent au jeu démocratique, mais suscitent beaucoup de tensions et de passions. Il était bon pour nous déjà de créer un climat d'apaisement pour permettre aux Ivoiriens et particulièrement aux Abidjanais vraiment de s'approprier ce concept-là afin de cultiver des valeurs de paix et d'amour. Donc ce message de paix est véhiculé, et puis les éléments que vous choisissez pour la décoration ne sont pas des éléments choisis de façon fortuite. On a l'impression que les couleurs ont un sens, les éléments choisis, on voit des palmiers qui ont aussi un sens.
Les couleurs, les décors lumineux, l'architecture des décors lumineux ont tous un sens. Et je vous affirme qu'il y a un comité d'éthique qui statue sur, je dirais, la pertinence de ces couleurs, sur le choix de ces décors. Tout à l'heure, vous parliez des palmiers sur le pont de Gaulle. Et ces palmiers nous rappellent bien, évidemment, que la Côte d'Ivoire, particulièrement Abidjan, est bordée d'un littoral lagunaire, mais aussi un littoral marin. À travers le port Boué, vous avez qui part jusqu'à Bassam, vous savez, c'est bordé des cocotiers. Et Abidjan, c'est plus de 500 km de voie, enfin, de plan d'eau lagunaire. Donc tout ça pour nous rappeler un peu, je dirais, l'atmosphère naturelle d'Abidjan. Au-delà des palmiers, vous avez aussi au niveau du sapin, qui attire l'attraction majeure au niveau de ce grand sapin. Qui est dressé devant la cathédrale. Vous allez même vous prononcer sur le lieu stratégique, l'emplacement de ce grand sapin. C'est l'avenue Jean-Paul II. Jean-Paul II, vous connaissez Jean-Paul II de Vénéré Mémoire, qui est un homme qui a marqué, l'Église catholique. Et aujourd'hui, cette avenue porte son nom. Et vous avez un grand sapin qui répond aux couleurs avec vous avez les éléments de musique, les éléments de tam-tam qui magnifient un peu, je dirais, la culture, je dirais, ivoirienne, mais particulièrement la culture Akan, parce que, pendant pas vu que nous sommes à Abidjan, et les populations autochtones, c'est les Aké et les Akans, à partir que nous appelons les autres mers vont aussi s'inspirer de Abidjan Père Lumière. Et donc, ces éléments-là permettent de mettre en exergue, en relief, je dirais, le riche patrimoine culturel d'Abidjan. Donc il y a un impact culturel. Évidemment, un impact culturel qui exprime tout son sens. Éducatif aussi, vous l'avez dit. Éducatif, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement un volet ludique ou bien récréatif, mais c'est un volet éducatif aussi parce que ça nous permet non seulement de nous ressourcer, mais d'avoir des éléments pour pouvoir vraiment, à travers ce thème-là, nous approprier vraiment les valeurs de paix et de tolérance. Vous n'allez donc pas seulement beauté et loisirs. Il y a aussi un élément éducatif, vous l'avez dit, mais surtout psychologique. Il y a un impact. On a entendu le discours de la Première Dame qui appelait tous les Ivoiriens à pouvoir s'imprégner de ce message de paix. Et toutes les éditions avec les thématiques, il y a un impact. Il y a un impact évidemment. Psychologique. Un impact psychologique qui est évident et je dirais même pertinent, de la mesure où la lumière elle-même apporte la paix. La lumière elle-même apporte la vie. La lumière rassure. Imaginez-vous que vous mettez quelqu'un dans une pièce obscure, vous verrez que la personne perdra sa sérénité, mais la lumière rassure. Et à l'orée d'une nouvelle année, on se nourrit de lumière parce que la lumière nous remplit d'espérance, d'espoir, parce qu'on aspire à un avenir meilleur. Et la lumière chasse les ténèbres. Évidemment. Le 31 décembre prochain, donc, les Abidjanais auront droit, bien sûr, au traditionnel feu d'artifice pour accueillir 2020. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez pour réussir ce passage en lumière à la nouvelle année 2020 ? Ce 31 décembre, je voulais inviter les Ivoiriens. Il y aura des innovations, non ? Il y aura des innovations. Des innovations que je ne voulais pas décrire sur ce plateau. C'est des surprises que je vais laisser aux Abidjanais de pouvoir découvrir vraiment ce conseil, ce grand méga, je dirais, feu d'artifice qui sera organisé le 31 décembre et qui va nous permettre de rentrer dans cette nouvelle année vraiment dans je dirais, une atmosphère de gaieté et avec des étincelles qui vont nous rappeler vraiment que nous devons vraiment aller réellement à la paix et ouvrir notre cœur vraiment à la cohésion et à la tolérance. Merci beaucoup, Monsieur Arsène Roland Keko, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous allez vous rendre à Bonjour 2020 ? Tout à fait. Tout à l'heure, donc, parce que le retour, c'est pour le Palais de la Culture et Bonjour 2020, avec ses comédiens sont là-bas. Merci. Voilà, Abidjan affiche une image rayonnante. Vous l'avez vu dans les images. La capitale économique ivoirienne s'est parée de ses vêtements lumineux pour accueillir 2020. Et les Ivoiriens vont vivre encore la magie des Lumières. Une magie que nous vous souhaitons de vivre dans la paix et surtout le sourire et la RTI, justement, vous donne le ton avec Bonjour 2020. Le spectacle du rire a démarré hier et se poursuit aujourd'hui avec les meilleurs humoristes d'ici et d'ailleurs. Vous n'avez pas pu vous rendre hier vendredi au Palais de la Culture de Trècheville. Eh bien, pour vivre ce moment, nous vous donnons encore l'occasion de vous égayer, de sourire un peu en suivant ce reportage de Kone Pagassoro. Palais de la Culture d'Abidjan, il est un peu plus de 20 heures. Réglage de caméras et lumière. Instruction depuis la régie par la réalisatrice et son équipe. Les derniers points pour le Classico Aller de Bonjour 2020. Que les Ivoiriens soient un dans leur manière de penser. Et surtout que Djourou, et qu'ils voient 2020 pas comme une année de braise, mais une année de grâce. Si on ne s'efforce pas d'être de bonne humeur, on va faire quoi? On n'a pas d'autre solution. Donc on sera forcément en joie en 2020. 21h, Mariam Koulibaly,
L'arbitre de ce classico annonce les couleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de maquis comme pour débriefer un match et puis demain, ce sera autre chose. Willy Dombo, Priscilla Degameuse, Chouken Pat, Ramatoulaye Magnifique, entre autres, se sont succédés sur le podium. Leurs prestations appréciées par le public. On s'est éclaté de rire, c'était amusant. On était venus pour l'humour et l'humour était au rendez-vous. Parmi les spectateurs, des visages connus de la vie politique. Moi, chaque année, je suis là. Je viens pour rire, pour me détendre. Et vraiment, je souhaite pour la Côte d'Ivoire de belles fêtes, une bonne, heureuse année. Bonjour, un partenariat entre la RTI et le district autonome d'Abidjan depuis 13 ans. Le rendez-vous de Bonjour est un rendez-vous parmi les plus attendus, surtout pour la fin de l'année en Côte d'Ivoire. La demande en forte croissance, une seule édition devenait de plus en plus difficile à satisfaire l'ensemble des Ivoiriens qui tenaient à être présents. Il a été utile de proposer 2 éditions en format match aller-retour pour que le plus grand nombre puisse communier avec les humoristes. Et le rire, justement, nous rappelle que dans la vie, il faut toujours se prémunir contre tout désespoir, mais bien au contraire, et chercher à s'imposer une perspective heureuse. Et ça, la Côte d'Ivoire sait le faire. La cérémonie de ce soir devrait pouvoir permettre aux Ivoiriens de se projeter dans un avenir apaisé. Dans le maquis de Dr Philo sur le podium, les humoristes font montre de leur talent et de leur savoir-faire. Qui sera le vainqueur de Bonjour 2020? La réponse ce samedi soir avec le classique retour, toujours au Palais de la Culture d'Abidjan. Le retour de Bonjour 2020 se joue en ce moment au Palais de la Culture de Treichville. Justement, c'est sur cette note de gaieté que nous refermons ce journal réalisé par Mariette Alangba et Mamadou Fofana. Il a été supervisé par Jean-Jacques Kwame et Alvorassa. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Continuons de sourire à la vie. Demain 13h, Hamza Diaby vous donne rendez-vous, mais ce soir à 23h, retrouvez Kolo Koulibaly.